Au collège, les jeunes siègent sur leur chaise pour ne pas se faire tège de leur salle. En sixième, on est petit, on est perdu. Plein de problèmes, on se prend des retenues. J'ai sorti mes stylos pour me mettre au boulot. Qu'est-ce que tu connais du collège? Je sais pas trop, je sais que c'est différent, très différent de l'école primaire. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs classes, il y a beaucoup plus de monde. Parce que moi dans mon école on n'est que 34 et au collège je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Et c'est ça, moi j'ai très envie d'y aller. Qu'est-ce qui te fait le plus envie? Le travail en fait. Parce qu'à l'école primaire, là, on fait en CM2, on révise beaucoup. Par exemple, l'année dernière, on faisait presque que apprendre. Et là, il y aura beaucoup. Enfin, on apprendra et moi, j'adore apprendre en fait. Je déteste réviser. Donc, c'est nouveau. Enfin, j'adorerais quoi. J'aurais plus peur des grands. J'ai un peu peur quoi. Je sais pas trop pourquoi, mais j'angoisse un petit peu en fait. En quatrième, ça commence à être dur. L'orientation, les devoirs communs, faut penser à demain. Moi j'ai dit, non j'ai pas envie. On m'a dit, t'auras rendez-vous chez la COP. Les parents s'inquiètent, mais ils me prennent la tête. Je leur réponds, ça va, c'est bon. Mais au fond, je sais qu'ils ont raison. Et moi j'ai dit non, j'ai pas envie. Soir, arrivé chez moi, ma mère me dit, fais tes devoirs et dépêche-toi. Non merci, c'est bon, je n'en ai pas. Fais tes devoirs, dépêche-toi. Donnez-moi une suite pour l'année prochaine. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donnez-moi une suite pour l'année prochaine. Je l'aime, mais pourtant je vais quitter. Quand tu es arrivé en sixième, quelle a été pour toi la plus grande différence avec la primaire? Déjà c'était plus grand, il y avait plus de personnes et puis je stressais un peu parce que je savais pas trop comment c'était. Et puis des fois il y avait des personnes qui aimaient bien nous embêter parce qu'on était en sixième. Voir d'autres personnes comme ça, ça nous faisait un peu bizarre et puis surtout la grandeur, ça change complètement. Premier jour au collège, j'avais peur parce que c'était grand. Les premiers jours, c'était mais dans quelle salle on est, quel bâtiment, quel étage. J'étais un peu perdu, parce qu'on de passer du plus grand au plus petit, voilà. Après les cours, c'était différent. Alors mon premier jour au collège, j'étais angoissé, très angoissé, une boule dans le ventre. Parce que au début j'avais peur, comme tout le monde, puis j'avais surtout peur que je me perde dans les couloirs. Parce que c'était grand. Puis maintenant ça va, j'ai l'habitude, c'est normal. Puis je connaissais personne aussi avant. Maintenant je connais pas mal de monde, puis ça va mieux. Bonjour, nous sommes les élèves de 3e 4 de Saint-Exupéry. On voudrait vous poser quelques questions sur votre travail au collège et en dehors. Nous voulons d'abord vous parler de notre projet. Votre interview, comme les autres que nous allons réaliser, servira à faire un film concernant la vie au collège. Ce film servira ensuite à faire un débat et pourra être diffusé sur Image+. Pouvons-nous commencer? Oui, Quel métier exercez-vous? je suis principale de collège. En quoi consiste votre métier? Alors quand on me demande, c'est un petit peu compliqué, hein, je sais que c'est aussi un peu abstrait pour vous les élèves. Je dirais que je suis le chef d'orchestre de l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, je veille à ce que chacun ait sa place au collège. Je veille à ce que
tout ce qui doit être fait se fasse dans les meilleures conditions. Je veille à l'intérêt des élèves, des personnels, la relation avec les familles. C'est un petit peu participer à tout pour que ça se passe le mieux possible. C'est pour ça que je résume ça souvent en chef d'orchestre. La gestion des élèves, la gestion des enseignants, la gestion également des salariés, puisque toutes les personnes qui sont éducateurs, secrétaires, intendants, agents d'entretien, ce sont des salariés de l'établissement. Ça comprend également la gestion de l'immobilier de l'établissement, ça comprend la gestion financière de l'établissement avec son compte de résultat et son bilan. Ça concerne bien entendu également toutes les relations, puisqu'on est sous contrat avec l'État, donc toutes les relations avec le rectorat, avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est très hétéroclite comme fonction, on touche à tout et effectivement le rapprocher du monde de l'entreprise, c'est peut-être la manière la plus simple pour quelqu'un d'extérieur à l'établissement de comprendre quelles sont les diversités ou la diversité de la fonction de chef d'établissement. Le plus difficile, c'est de maintenir l'équilibre entre tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, comme les gens vivent ensemble, eh bien, tous les jours, il va se passer quelque chose, les gens vont pas être d'accord, les élèves vont pas être d'accord, les enseignants vont pas être d'accord, les agents vont pas être d'accord, entre eux, avec les élèves. Et donc, c'est face à chaque situation qui arrive, c'est réussir à se dire, bon, là, tout n'est jamais blanc et tout n'est jamais noir, donc on est toujours dans des situations qui sont un peu grises, et c'est maintenir en fait l'intérêt de tous. C'est-à-dire prendre des décisions qui font que personne ne se sente lésé, et puis qu'il y ait quand même un sentiment de justice. Ça me semble intéressant. Le principal adjoint, c'est un élément essentiel dans un collège. C'est lui qui impulse, qui donne vie, qui pousse les équipes, qui fait partager son envie d'aller de l'avant. Il reçoit beaucoup des enseignants, des élèves, et c'est lui qui canalise tout ça et qui le met en forme. Et voilà, c'est essentiel, un chef d'établissement. Selon le chef d'établissement, le collège est différent. Quel conseil donnerais-tu à un futur collégien? De travailler, de ne pas se sentir perdu, que tout le monde est passé par là, et que faut pas trop faire le cirque en cours, choses comme ça. Et aux futurs professeurs de collège? D'être moins strict, de parler avec les élèves. De ne pas être étonné des élèves. J'arrive moi à 8h, un peu avant 8h au collège, on rencontre les collègues, on discute un peu, on va chercher nos élèves, on les fait aller dans notre salle, on commence le cours. Donc le cours se passe comme il doit se passer, 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 6 heures, moi ma plus grosse journée c'est 6 heures de cours dans la journée. Ensuite le soir, il y a des corrections si on a des corrections, on a des cours à préparer. J'essaye du mieux possible de transmettre mes connaissances, d'essayer de développer l'amour que j'ai pour l'histoire, la géographie à mes élèves, même si je sais que c'est pas gagné au départ et que c'est pas très souvent réussi. Mais si j'arrive dans une classe déjà à toucher 2-3 élèves qui plus tard pourront un jour se dire ah oui si je faisais histoire géo, prof d'histoire géo, ça serait pas mal. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne au collège de Golbet et j'aime beaucoup ce collège parce que, premièrement, les élèves que l'on y accueille ne sont pas simplement issus d'une catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire il y a à la fois des élèves issus de familles aisées, d'autres élèves issus de familles défavorisées, d'autres élèves de familles avec des revenus modestes. Et donc ce mélange, c'est vraiment ma conception d'éducation. C'est-à-dire qu'on doit accueillir tout type d'élèves pour que tout le monde apprenne la même chose au même moment. Je trouve que l'école publique, voilà, elle a des valeurs. C'est l'école pour tous, c'est accueillir tout le monde, c'est essayer de trouver une solution pour tous. Donc ça me convient bien. Ça me convient bien en fait. Et puis l'école gratuite pour moi c'est quelque chose qui est important. Voilà. Un bon professeur pour moi est un professeur qui fait partager aux élèves ce qu'il aime.
et qui permet à tous les élèves d'y arriver. Même celui qui au départ n'aime pas forcément, le bon professeur arrive, peut-être pas à lui faire adorer, mais réussit à le faire progresser. Un bon professeur pour moi est aussi un professeur qui rit, qui comprend, qui écoute, qui motive, qui donne envie d'eux d'aller plus loin. Alors les enseignants ont de l'humour pour intéresser les élèves. C'est-à-dire qu'avec l'humour, on arrive à beaucoup de choses. Avec l'humour, on peut déclencher chez les élèves de l'intérêt, de l'interrogation. C'est une des armes pédagogiques pour intéresser et accrocher les élèves. Si on n'a pas d'humour avec certains élèves, ça risque de mal se passer. Alors l'humour doit être utilisé avec parcimonie. C'est-à-dire que ça doit être au bon moment, sur le bon sujet. Ça ne doit pas être toujours la rigolade. Qu'est-ce qui fait que l'on s'entend bien avec tel professeur et pas avec tel autre? Ça dépend par exemple déjà de la matière. Si on l'aime bien, donc on est un peu plus dans le cours, on est plus attentif, on participe mieux. Si c'est une matière qu'on n'aime pas, on participera moins. Et donc la relation avec le professeur sera pas pareille. Je pense aussi aux règles qu'il donne le professeur. Si l'élève n'est pas d'accord, ce ne sera pas forcément toujours bien avec le professeur. En troisième, il pourra avoir des règles différentes qu'en sixième. Pour une meilleure entente. Les élèves, ça ne se dirige pas de manière systématique. Il faut toujours être à l'écoute tout en étant autoritaire, dans la discussion tout en étant très exigeant. C'est pas facile. On est un petit peu en situation toujours de grand écart entre le très bon élève et l'élève en grande difficulté, puis on essaye de faire avancer tout le monde et c'est pas facile, mais c'est très riche. L'échange, la relation humaine, c'est très riche. Moi, on ne me posait pas des questions sur pourquoi je ne travaillais pas, etc. Il fallait travailler. Alors que j'ai l'impression quand même que il y a beaucoup de professeurs qui s'inquiètent dès qu'il y a un élève qui n'arrive plus ou bien se pose quand même des questions par rapport à ça. Il y a des aides. Est-ce que tu penses qu'il faut des sanctions au collège? Pas forcément, je pense que des fois une bonne leçon de morale ça peut mieux marcher que des sanctions. Moi je donne pas de notes. Je suis là pour écouter, pour aider, pour sanctionner quand c'est nécessaire. Généralement, rarement, parce que c'est rarement la bonne solution que de sanctionner. Rarement. Il faut être crédible. Donc ça veut dire que si on interdit des choses aux élèves, il faut se l'interdire à soi-même. Il faut également aussi parfois hausser le ton. Parce que quand il y a 70 élèves dans la classe, si on garde sa petite voix fluette, c'est pas possible. Et toujours avoir les mêmes règles aussi. C'est-à-dire ça peut pas être un jour, mettez-vous où vous voulez, et l'autre jour, on vous place. Non, il faut être toujours linéaire dans ce qu'on dit. Il faut pas, faut rester crédible dans le sens où lundi c'était comme ça, mardi ça sera comme ça et tout au long de l'année ça sera comme ça. Il me semble qu'à mon époque, les élèves étaient tellement sages qu'on pouvait leur proposer des cours magistraux. Alors les cours magistraux, c'est quand il n'y a que le professeur qui parle, puis les élèves qui écoutent. C'est une chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, à mon avis. On est obligé de faire quelque chose de plus interactif aujourd'hui. Donc interactif, c'est quand le maître parle, mais attend des réponses de la part des élèves. Enseigner aujourd'hui et enseigner à ce moment-là, ça devait être beaucoup plus facile. Parce que il y avait le grand silence durant les classes, C'est vraiment, après quelque chose qui a énormément changé. La mission du collège, elle est double. C'est effectivement donner des connaissances, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être.
Et dans ce sens, il y a quelques années maintenant, une note de vie scolaire a été mise en place pour qu'effectivement les élèves soient aussi notés sur leur savoir-être. Parce qu'effectivement, plus tard dans la vie, on leur demandera des connaissances, des savoir-faire, mais tout ça, ça ne fonctionne pas si on ne sait pas être. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Avec certains élèves, on a plus de difficultés à les gérer parce qu'ils sont très impulsifs, très violents. Donc ça nous dépasse un peu dans le sens où on n'a pas la formation pour gérer des élèves vraiment avec des pathologies lourdes. Donc généralement, voilà, quand nous ça nous dépasse, c'est tout de suite on se réfère à la CPE quoi qu'il arrive. On n'hésite pas à se dire les uns les autres, je rencontre tel souci avec tel élève et je ne sais pas comment faire, ou bien j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire, mais je ne veux pas le faire toute seule, ou je ne sais pas le faire tout seul, ou c'est pas bien de le faire tout seul. Voilà, c'est un établissement où les gens communiquent beaucoup et c'est essentiel pour faire avancer les choses, pour faire avancer le système et pour faire avancer aussi les élèves dans leur scolarité. En général, je parle du métier de CPE en disant le CPE, c'est le généraliste qui va diriger les élèves vers des spécialistes, va diriger un élève qui ne va pas bien physiquement vers l'infirmière, qui ne sait pas quoi faire plus tard comme métier vers le conseiller d'orientation, qui ne va pas bien à la maison, je vais lui suggérer de rencontrer l'assistante sociale. Voilà, c'est généralement le généraliste. Quel rôle pensez-vous jouer auprès des élèves ? Donc le rôle est différent selon la situation de l'élève que je rencontre. Alors certes, dans le nom de mon métier, il y a le mot conseil, donc mon rôle est plutôt un rôle de conseil, mais certaines fois, c'est plus de l'écoute par rapport à une situation un petit peu compliquée qui bloque la possibilité d'un élève de faire un choix, par exemple. Pour d'autres, c'est vraiment du conseil, c'est-à-dire essayer de prendre conscience de sur quoi je vais fonder mon choix. Par exemple, avec d'autres, c'est vraiment un rôle d'information parce qu'il faut déjà connaître avant de choisir. Que faites-vous lorsqu'un élève fait semblant d'être malade? Alors, est-ce que vous croyez que les élèves font semblant d'être malades assez souvent, vous, en tant qu'élève? Est-ce que vous croyez? Oui. C'est vrai? Parce que alors, oui? Des fois on le fait. Le micro. Oui. Des fois vous le faites, oui. Mais peut-être que quand vous le faites, c'est pour discuter d'autres choses avec l'infirmier ou avec l'infirmière. C'est des fois ce qui arrive, et ils ont raison de faire comme ça, les élèves. Hein. Quand on n'ose pas aborder un sujet, des fois on trouve un prétexte. Donc le prétexte, c'est de dire j'ai mal au ventre, et puis après on discute d'autres choses. Hein. Oui, on peut discuter, l'élève a peut-être mal au ventre parce qu'il a des soucis, parce qu'il a des problèmes familiaux, ou parce qu'il a subi des choses qui sont anormales dans la famille ou dans son foyer. Hein. Donc là, le prétexte, c'est souvent un prétexte que l'élève trouve pour venir voir l'infirmière, mais après il y a autre chose qui va ressortir de l'entretien, et là ça sera une chose importante à prendre en charge. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. La routine, voilà c'est le mot que je cherchais. La routine, voilà c'est le mot que je cherchais. En moyenne, j'accompagne 25 élèves sur une année scolaire, mais j'interviens auprès de tous les élèves du collège. Par rapport aux enseignants qui vont travailler auprès d'une classe, moi je travaille auprès du jeune et de l'élève. Donc c'est vraiment de l'individuel, c'est ce qu'on appelle du cas par cas. Dans l'écoute, on cherche à comprendre le jeune. Un des outils qu'on utilise en tant qu'éducateur, c'est l'empathie. Savoir se mettre à la place de l'élève, de l'enfant, de l'adolescent. On ne sera pas dans ce qu'on peut appeler de la compassion. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de sentiment. On est professionnel et on intervient auprès d'un public pour le faire avancer et évoluer. Un gamin qui a un souci, j'essaie de lui expliquer. Profondément, je dis, bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais moi les études, c'est pas mon... Moi, comme j'ai toujours dit,
L'école, j'ai toujours fait des bêtises. Bon, c'est l'école qui m'a récupéré maintenant pour les nettoyer. Bon, là, c'est autrement, hein, c'est une blague. Mais j'ai toujours aux gamins, au contraire, je dis, essaye de t'accrocher, essaye de voir... je sais pas, essayer de leur expliquer quand même le sens de la vie, parce que la plupart ils sont désorientés. Ils ont quand même des difficultés, on ne va pas parler familial, sinon on va aller chercher trop loin. Mais il y a des gamins qui sont paumés, ils ont besoin de... Et je pense que des fois, le fait que c'est un agent ou c'est quelqu'un, pas la direction, donc ça passe mieux. Bon, comme j'ai toujours dit, ce qui m'énerve un peu, c'est ce qu'on fait à côté, quoi, les dégâts, les choses inutiles, quoi. En fait, c'est même pas pour... on a l'impression qu'on dérange, c'est pour la direction, pour... En fait, c'est l'agent qui nettoie. Mais ça, bon... Bon, on ne pourra jamais... C'est le comportement de chaque élève, hein. Il y en a qui sont respectueux, puis d'autres, ils n'ont pas... Inconsciemment, quoi. C'est après, quand on leur l'explique, bah oui, j'aurais pas dû. Bah oui, mais si on leur dit rien. Ça sert à rien d'attraper le gamin et de lui dire, ah, t'as vu ce que t'as fait, hop. Non. Faut pouvoir, faut dialoguer quoi ici. T'as besoin. Ce qui fait que un élève pose des problèmes de comportement, ou des problèmes d'absence, ou quels que soient les problèmes, c'est sa vie de jeune et d'adolescent qui intervient quelque part dans sa vie d'élève et qui peut poser problème au professeur. Le souci vient rarement des enfants. L'enfant, pour moi, c'est un symptôme, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui montre un dysfonctionnement quelque part, mais ça ne suffit pas de voir l'enfant pour résoudre les difficultés. Il faut voir tout ce qui est autour de l'enfant. On a affaire à des enfants moins mobilisables, plus dispersés, moins concentrés, donc à plus de difficultés qui posent plus de difficultés aux enseignants. Ensuite, au niveau de mon fonctionnement, de moins en moins de personnel pour de plus en plus d'enfants en difficulté. L'année dernière, nous étions 24 psychologues scolaires pour le département des Vosges. Cette année, nous sommes 18. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'on ne peut plus d'ailleurs s'occuper des mêmes difficultés qu'avant. Là, à la limite, on nous demande presque de nous occuper que des enfants qui sont déjà déclarés à la maison de la MDPH, c'est la maison du handicap. Donc, il n'y a plus du tout de part pour la prévention. Bon, le problème, c'est qu'en ce moment, les classes sont de plus en plus nombreuses. C'est de plus en plus difficile de travailler parce que les classes deviennent de plus en plus chargées. Et ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas s'occuper de tout le monde de manière efficace. Et ça, c'est dur. Par exemple, dans ce collège, je travaille 2 demi-journées par semaine, ce qui est vraiment peu, pour vraiment pouvoir faire un travail d'accompagnement, etc. Donc peut-être la partie frustrante, c'est d'accompagner un petit bout de chemin un jeune, et puis voilà, ensuite on le perd de vue, on ne va pas jusqu'au bout forcément de l'accompagnement. Voilà. Il y a aussi le fait que ça soit un gros établissement. Il y a 800 élèves dans la cour, donc les récréations, ça peut être tout de suite difficile s'il y a une bagarre ou s'il y a un gros problème, parce qu'on ne peut pas se dédoubler, on ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc c'est vrai que l'architecture du collège peut vite devenir une difficulté. Ma plus grande souffrance, c'est quand je convoque un conseil de discipline et que je suis amené à prononcer une exclusion définitive de l'établissement d'un élève. C'est ma plus grande souffrance parce que, et je le dis d'ailleurs souvent à l'élève et à sa famille, je dis ça veut dire qu'on est en échec, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, et mes enseignants, mes équipes d'éducateurs n'ont pas trouvé la solution. Parce qu'aujourd'hui, couper le cordon en disant on se sépare d'un élève, ça arrive rarement, mais ça arrive dans l'établissement, comme tout établissement scolaire, c'est une manière finalement de mettre le problème en dehors de l'école. Or le problème existe toujours, on l'a simplement déplacé de l'intérieur de l'école à l'extérieur de l'école. Et ça, c'est une grosse souffrance en tant qu'éducateur, parce que c'est le sentiment d'un travail qui n'a pas été abouti et de quelque chose qui était raté. Mais à un moment donné, on n'a pas d'autre solution. La routine, voilà c'est le monde associé. La routine, voilà c'est le monde associé. C'est pas donné à tout le monde de parler à un gamin, je sais pas, de lui expliquer. Et c'est vrai que là-dessus, une formation,
serait la bienvenue, voir comment ça se passe, essayer de... On essaie d'apporter, mais c'est vrai que des fois, on est peut-être maladroit. Hein. Si j'avais la possibilité de changer une chose au collège, ça serait le saucissonnage des cours. C'est-à-dire, je trouve que c'est difficile d'avoir, pour un élève, de 8 à 9 maths, après de 9 à 10 français, après SVT, après, je trouve que la journée est très saucissonnée et que les choses n'ont pas toujours de lien entre elles et que c'est compliqué parce que les exigences sont différentes avec chaque enseignant. Il faut une grande capacité d'adaptation pour l'élève pour passer d'une matière à l'autre comme ça. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait peut-être des temps de cours plus longs, peut-être pas 1 heure, mais 1 heure et demie, et puis plus de liens entre les matières. Quelque chose que tu aurais voulu faire au collège et que tu n'as pas fait ici. Faire mon emploi du temps. Améliorer le collège en améliorant la vie des élèves au quotidien. Déjà rien que dans les salles de cours, avoir du meilleur matériel. Pour moi, il n'y a pas un collège unique, il y a des collèges en fonction des profils des élèves. Et il faut laisser aux établissements, et je suis un fervent défenseur de ce principe-là, il faut laisser aux établissements la possibilité de pouvoir proposer des dispositifs particuliers en fonction des profils d'élèves. Pas faire de l'individuel. Mais il y a des élèves qui, en fin de 6e, ont besoin de commencer déjà à voir autre chose. Il y a des élèves en fin de 4e qui ont besoin de voir autre chose. Et ça, il faut qu'on puisse organiser. Et la notion de collège unique ne me semble pas correspondre aux besoins des familles aujourd'hui et aux besoins des élèves. Ce que l'on doit avoir dans notre fond de pensée, c'est vraiment vous amener le plus loin et le mieux possible dans ce que vous voulez faire. Et c'est pas simple. Le collège, pour ça, c'est pas simple. Parce que c'est vraiment un âge où il y a tellement de transformations et tellement d'enjeux aussi. Quand tout le monde rame dans le même sens, c'est-à-dire les parents, l'administration, tout ce qui gravite autour. Il y a aussi le CMPP, par exemple, Centre médico-psychopédagogique. Il y a des structures autour de l'école qui sont là pour aider les enfants à sortir de leurs difficultés, soit scolaires, soit psychologiques. Et quand on arrive à se réunir autour d'une table avec toutes ces instances, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, qu'on arrive à associer l'enfant, le résultat est très positif. Tu comptes faire quelles études après le collège ? Je vais faire un apprentissage en boucherie au CFA d'Épinal. Et comment vois-tu l'avenir ? Pour l'instant, je le vois bien. Enfin, j'espère qu'il sera bien pour moi. Puis... Ouais. Ton meilleur souvenir ? Une sortie qu'on avait faite sur le port. Et puis, une visite d'un musée près des remparts. On rigolait. On était en ville, on était bien. Ton pire souvenir ? C'est pas un souvenir, c'est continu. C'est tout le temps, c'est souvent. Le quotidien au collège. Toujours la même chose, on va en cours. On rentre après. Donnez-moi une suite pour l'année prochaine. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donnez-moi une suite pour l'année prochaine. Je l'aime, mais pourtant je vais quitter. Les longues périodes de cours, comme ça, la routine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le collège, je l'aime, mais pourtant, je vais le quitter. Je me souviens de mes exclusions à répétition. Je me souviens de mes retards, de mes clashs à la récréation. Je me souviens de mon comportement, des avertissements. Toutes les fois où j'ai pas fait mes devoirs, toutes les fois. Donnez-moi une suite pour l'année prochaine.
Aujourd'hui, j'ai grandi, je suis parti. Je suis lycéen.